Docteur Léa Turpin, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours qui va vous amener ici à l'hôpital Foch? Oui, alors d'abord concernant les études de médecine, j'ai choisi ce métier d'abord pour la psychiatrie à la base, figurez-vous. Et puis comme beaucoup d'étudiants, je pense qu'au fur et à mesure de mon cursus, j'ai un peu changé d'avis et le sentiment d'utilité a vraiment drivé ce parcours depuis le début, on va dire. Puis ensuite, je suis partie sur la chirurgie où j'avais vraiment un sentiment d'utilité concret à vouloir enlever les tumeurs aux gens, puisque c'était de la chirurgie du cancer du sein que je voulais faire initialement. Et puis le hasard a fait que dans un ascenseur, j'ai vu service de médecine nucléaire. Je me suis arrêtée pour voir ce que c'était par pure curiosité et je me suis dit c'est la spécialité qu'il me faut, puisqu'on traite vraiment l'ensemble du corps humain. On s'intéresse autant au cerveau qu'au cœur, la thyroïde, l'os. Enfin, c'est vraiment l'ensemble du corps qu'on peut explorer. Et donc, on ne se limite pas juste à un organe. On considère la personne dans son entièreté. C'est vraiment ce qui m'a plu, moi, dans ce métier. D'autant plus que maintenant, en médecine nucléaire, on utilise les produits radioactifs à la fois pour faire du traitement, mais aussi du diagnostic. Donc en fait, on injecte un produit radioactif, soit à petite dose pour faire des images, soit à plus haute dose pour traiter notamment le cancer de la prostate. Donc j'ai vraiment découvert un gouffre scientifique en médecine nucléaire avec énormément de possibilités. Et donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette spécialité. Ça sert à quoi la médecine nucléaire? La médecine nucléaire, à la base, c'est quand même une technique d'imagerie médicale, principalement pour étudier des cancers, souvent. Donc on injecte un produit faiblement radioactif au patient qui va se comporter un peu comme les produits de contraste pour les scanners, par exemple quand on nous injecte un produit de contraste iodé pour mettre en lumière des cellules qui fonctionnent anormalement. Donc principalement du cancer, mais ça peut être de l'infection, de l'inflammation. On voit un petit peu de façon plus contrastée, on va dire, le produit va se concentrer dans les cellules qui fonctionnent anormalement et ça les met justement en lumière sur nos examens. Donc c'est un peu, j'aime bien dire que c'est Sherlock Holmes, on est face à un problème, on fait l'imagerie et puis on va avoir éventuellement une clé à donner au médecin qui a demandé cet examen pour qu'il puisse continuer son enquête et comprendre un peu la maladie du patient. Elle est beaucoup utilisée en France? Alors c'est de plus en plus utilisé maintenant dans la grande majorité des pathologies cancéreuses notamment, on utilise la médecine nucléaire pour faire un bilan, pour regarder justement si la tumeur initiale, par exemple du sein, est allée au niveau des ganglions, des os, du foie. Donc ça permet vraiment de proposer ensuite aux patients le traitement le plus adapté et de faire de la médecine un peu plus personnalisée. Et c'est d'autant plus utilisé actuellement que, comme je vous disais, on a aussi le versant thérapeutique qui se développe depuis ces 10 dernières années. Ça se développe beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, mais historiquement, on faisait déjà des traitements par iode pour les cancers thyroïdiens, par exemple, mais c'était des indications assez niches, on va dire, un peu moins fréquentes. Depuis qu'on s'intéresse au cancer de la prostate, c'est vrai que les indications ont explosé et surtout l'intérêt des médecins, de l'opinion publique, des autorités de santé, mais aussi des laboratoires pharmaceutiques, s'est tourné vers cette activité-là, ce qui fait que c'est en plein essor actuellement. Un de vos combats, c'est le cancer de la prostate. Il en est où en France? Alors, le cancer de la prostate, c'est quand même un cancer qui est souvent de bon pronostic. Donc là-dessus, déjà de base, on s'attaque à une maladie qui n'est pas la pire en termes de pathologie cancéreuse, mais ça touche énormément d'hommes, donc il faut s'en préoccuper et il faut avoir un maximum d'armes thérapeutiques justement pour combattre cette maladie. Et actuellement, on a de la chimiothérapie, on a de l'hormonothérapie pour des patients qui n'ont pas pu être traités initialement par chirurgie ou radiothérapie et qui arrivent à des stades plus avancés avec des métastases. Donc on peut vivre plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années avec ce type de pathologie, mais sous traitement, des traitements qui parfois sont quand même relativement lourds pour les patients, puisqu'on parle de castration chimique, l'hormonothérapie ou chimiothérapie, qui peuvent aussi causer pas mal d'effets secondaires. Donc c'est vrai que l'enjeu, c'est de proposer des traitements aux patients qui soient tout aussi efficaces sans ces désagréments-là. Donc, ce qu'on propose en médecine nucléaire, la radiothérapie interne vectorisée, c'est vrai que ça combine un petit peu ces deux versants dans le sens où, chez des patients bien sélectionnés, c'est un traitement qui s'est montré efficace et avec des effets secondaires qui sont quand même très limités, donc qui peuvent justement permettre aux patients d'avoir une très bonne qualité de vie et de continuer à faire ces activités comme d'habitude. L'avancée, elle est bonne?
Oui. Vous êtes en train d'avoir la peau de ce cancer-là, afin de savoir vraiment comment le traiter et comment avancer. Alors malheureusement, c'est toujours pas un traitement curatif, hein. C'est un traitement qui va prolonger l'espérance de vie des patients, comme je vous dis, en cherchant quand même à préserver au maximum leur qualité de vie et en leur permettant d'avoir des années de vie supplémentaires en bonne santé pour pouvoir mener une vie la plus normale possible. Maintenant, c'est pas un traitement qui supprime complètement le cancer, en tout cas actuellement. Là, on l'utilise à un stade relativement avancé de la maladie, après chimiothérapie, après hormonothérapie, puisque c'est un traitement qui vient de sortir, si je puis dire. Enfin, c'est long, le processus d'arriver sur le marché d'un médicament. On commence forcément par des patients qui ont reçu beaucoup de traitements pour pouvoir tester vraiment l'efficacité et l'innocuité du traitement. Puis petit à petit, on peut remonter les lignes. Donc c'est un petit peu là ce qui est en train de se passer, où beaucoup d'essais cliniques sont en cours pour essayer de voir si on peut utiliser ce traitement plus précocement, justement en vue de maîtriser au mieux la maladie et au plus tôt. Donc voilà, actuellement, c'est vrai que le cancer de la prostate, on le maîtrise, on le contient longtemps, plusieurs années dans la grande majorité des cas. Maintenant, c'est pas encore un cancer qu'on sait guérir lorsqu'il est métastatique. Vous êtes une adepte aussi des nouvelles technologies et depuis que vous êtes à la tête du service de médecine nucléaire à l'hôpital Foch, vous avez introduit plusieurs nouveautés. Alors oui, enfin moi j'adore tout ce qui bouge. J'ai toujours besoin un peu de créer en fait. Et c'est vrai que le service de médecine nucléaire de l'hôpital Foch était concentré uniquement sur des activités diagnostiques de façon très large, hein, puisque on propose tous les examens de médecine nucléaire quasiment. Mais il manquait ce versant thérapie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici actuellement, pour justement développer cette activité-là qui nécessite une réorganisation du service, puisque ne serait-ce qu'en termes de locaux et de personnel, un service de médecine nucléaire n'est pas forcément conçu pour accueillir ce type d'activité. Donc, ça nécessite de réfléchir à comment l'amener, comment adapter les locaux pour permettre d'accueillir des patients pour un traitement. Et donc là-dessus, c'est un gros challenge et voilà, c'est plutôt enthousiasmant. Il avance bien le challenge? Il avance bien, voilà. Il faut bien sûr passer par la phase de travaux, donc on est en plein dedans. Et puis par la suite, les autorisations également qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce type de traitement. Et puis ensuite, on pourra passer petit à petit au concret, on va dire. Un autre élément où tout le monde en parle, c'est l'intelligence artificielle. Comment vous le mettez en place ou comment il va arriver dans la médecine et dans la médecine nucléaire? Alors l'intelligence artificielle, en imagerie surtout, on l'utilise quand même depuis plusieurs années, même sans s'en rendre compte en fait, sur des algorithmes de lissage, d'amélioration de l'image, sur de la segmentation automatique pour qu'on voit nos volumes métaboliques. Nous, sur les examens par exemple, ça nous permet d'emblée de cibler les régions d'intérêt. Donc c'est un compagnonnage, on va dire, entre le médecin et l'intelligence artificielle pour pouvoir interpréter de façon plus standardisée et de façon plus fiable les examens, voire de façon plus rapide aussi, ça nous permet de gagner du temps. Pour le versant thérapeutique, je pense qu'il y a aussi un intérêt certain de l'intelligence artificielle, notamment pour nous permettre de faire des comptes rendus de façon beaucoup plus fluide et de ramener le temps qu'on passait à taper des comptes rendus ou à dicter des comptes rendus ou à farfouiller dans notre ordinateur avec le patient. C'est vrai que c'est important quand même d'avoir une relation de confiance avec le patient, de pouvoir l'écouter, discuter et du fait de tout ce qu'on a à faire dans une consultation et dans l'hôpital en général en termes administratifs et de charges hors activité médicale, parfois malheureusement on ne consacre pas autant de temps qu'on aimerait à la relation patient. Et donc je pense que l'intelligence artificielle à l'hôpital, ça va surtout permettre de rediriger du temps soignant hors de tâches administratives et vers le patient, justement.